Nous allons nous plonger dans une autre problématique qui est celle des terrains pluridisciplinaires. Et on va voir ça à travers la musique, la photographie et la littérature avec 3 interventions. Je vais présenter au fur et à mesure. Donc on va commencer par écouter Véronique Delavenaire. Je prononce bien, Delavenaire, qui est ethnomusicologue, docteur de Sorbonne Université, où elle enseigne l'ethnomusicologie et les sciences humaines. Elle est chercheuse associée à l'IREMUS, l'Institut de recherche en musicologie, mais aussi au CAS, qui est le Centre Asie du Sud-Est, un laboratoire très connu donc, de l'HESS, de l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches en Asie du Sud-Est portent sur la pluriethnicité et la diversité des patrimoines musicaux, musique et rituels, circulation et mutation, patrimoine et mondialisation sont les problématiques qui l'occupent dans ses travaux. Elle interroge également les pratiques musicales au cœur des arts de la scène traditionnelle et contemporains. Ses recherches menées à travers tout le Laos depuis plus de 25 ans ont donné lieu à de nombreuses rencontres musicales et j'en suis témoin puisque elle avait fait venir un groupe qui a égayé nos soirées lors du congrès justement des études européennes du sur le sud-est asiatique qui s'est passé sur le campus Condorcet au mois de juin. C'était fantastique. Donc cette double approche à la fois scientifique et artistique, ethnomusicologie et sciences humaines, enrichit ses publications. Elle est aussi artiste puisqu'elle pratique, elle est flûtiste et joueuse de Ken, l'orgue à bouche dont je vais vous parler. L'orgue à bouche, voilà. Et voilà, ces CD aussi ont été récompensés par l'Académie Charles Cros. Alors je laisse tout de suite la parole à Véronique, il est 16h25 et donc voilà, jusqu'à 16h45, n'est-ce pas? Voilà, okay. Je vais surveiller le temps. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, puisque nous arrivons sur cette dernière série d'interventions pour aujourd'hui. Je remercie évidemment Éléonore et donc toute l'organisation de ce colloque, Nathalie, l'accueil de l'université. Donc ici, ma communication va proposer une réflexion sur l'implication du chercheur-artiste sur son terrain, à travers des exemples concrets, donc issus de cette longue expérience de terrain de recherche ethnomusicologique au Laos. Cette double casquette va colorer une démarche particulière et elle va engendrer des questionnements, donc, dont on a parlé déjà ce matin, quant à la posture, l'engagement et l'implication du chercheur sur son terrain. La connaissance intime de la pratique artistique, qui fait l'objet de la recherche, ici pour ma part la musique, et la recherche fondamentale, l'ethnomusicologie, vont entrer en interaction avec le terrain. Et en tant que chercheur, la pratique musicale, elle sera d'abord utilisée au service de la recherche. Mais très vite, notre implication dépassera le cadre d'une simple recherche et on va très vite devenir témoin, voire acteur de mutation et de processus de création. Alors ce positionnement spécifique va susciter ici, dans le cadre de cette communication, 3 axes de réflexion. Une pratique musicienne au service d'une recherche fondamentale, les problématiques de la recherche à la spectacularisation, avec les questions de valorisation, de patrimonialisation et de performance scénique, et puis la grande question de recherche et création. Donc voilà, d'abord cette première réflexion autour d'une pratique musicienne au service d'une recherche fondamentale, donc en d'autres termes, l'oppositionnement du chercheur en tant qu'artiste sur son terrain. Donc, une première réflexion autour de cette pratique musicale qui va faciliter un accès aux théories implicites d'organisation des musiques.
En tant que chercheuse, ma première approche se fait avant tout dans cette idée d'apprendre, de pratiquer pour comprendre. La pratique artistique pourrait, dans ce cadre d'une recherche sur le terrain, se rapprocher d'un protocole expérimental permettant de comprendre de l'intérieur les répertoires musicaux étudiés. Cette démarche, elle est bien sûr pas du tout nouvelle. Elle s'est développée dans l'histoire de l'ethnomusicologie avec Mantelhood dès les années 70, c'est son concept de bimusicalité. Et puis, cette démarche, on la retrouve dans de nombreux exemples. Au niveau des ethnomusicologues français, Bernard Lorta-Jacob, avec l'oreille de l'ethnologue, Jean During, avec ces questions dont on a parlé tout à l'heure de dehors, en dehors, dedans. Gilbert Rouget lui-même témoignait de son intérêt à s'initier au langage tambouriné pour en comprendre le fonctionnement. Pour ma part, cette démarche a débuté dès mes tout premiers terrains de recherche lorsque je faisais ma maîtrise, en commençant par apprendre à jouer de cet orgue-à-bouche, le ken, l'orgue-à-bouche lao. Donc ce positionnement de chercheur-musicien en tant que praticien est double. À la fois un échange d'artiste à artiste qui permet certaines confidences sur les pratiques et les contextes de jeu, et on va donc par ce statut particulier bénéficier de la transmission d'éléments fondamentaux auxquels on n'aurait pas forcément accès en simple observateur et même en simple analyste en tant qu'expert. Et puis on aura à la fois un positionnement de maître à élève. Alors là, une situation d'apprentissage parsemée de difficultés de jeu, et donc une situation qui, par la difficulté, donne accès aussi à certaines règles implicites d'organisation des musiques par les populations qui les pratiquent. Donc tout simplement cette écoute de la culture dans la culture. Je prendrai donc deux exemples concrets issus de mes recherches sur les musiques lolo et les musiques hmong. Donc les lolos, petite population tibéto-birmane du nord du Laos, petit orgue à bouche à courge à 5 tuyaux, un répertoire de 12 danses collectives giratoires. Ma principale difficulté dans cette population et dans la pratique de ces répertoires était que je trouvais beaucoup plus de ressemblance entre deux danses différentes. Pour moi, lorsqu'il me jouait la danse des singes et la danse du tigre, ça se ressemblait énormément. Donc beaucoup plus qu'entre deux versions d'une même danse. Donc je vous fais déjà écouter un extrait de cette danse des singes. Petits extraits pour tenir dans mes 20 minutes. Donc, suite à ces difficultés de compréhension entre ces différentes versions de différentes danses, le jeu musical et la pratique rendaient compte de ce que j'avais compris, ou plutôt de mon incompréhension de leur pratique et de leur pratique de la variation. Et ce sont d'abord ces erreurs, ces incompréhensions dans la pratique, complétées d'analyse, qui m'ont permis ensuite de déceler les règles d'organisation musicale qui ne se trouvaient absolument pas là où on les attendait. À savoir, pour ce répertoire, la présence et l'absence de petits éléments fixes et mobiles qui ne relevaient ni d'organisation motivique, ni d'air mélodico-rythmique de référence, ce vers quoi on va naturellement. Donc, autre population, les Hmong. Donc, population Miao Yao, qui se trouve également dans le nord du Laos, utilisant un orgue à bouche à 6 tuyaux qui se joue en dansant. Un répertoire funéraire, de divertissement et de cours d'amour. Avec cette particularité d'une musique transmettant un aspect sémantique. Là encore, il était tout à fait possible de reproduire une pièce par imitation, avec pas mal de travail quand même, mais lorsque j'essayais de comprendre le rapport entre le jeu de cet instrument et ce qu'il était censé dire, cela me semblait complètement inaccessible. Lorsque le musicien me jouait une pièce d'orgue à bouche et me chantait ce que cet instrument était censé me raconter, voici ce que cela donnait. Voilà ce que l'instrument est censé me raconter.
Et voici... C'est pas possible. Ah, voilà. Et voici ce que l'instrument me joue effectivement. Normalement, il n'y a pas de son derrière comme ça. Peut-être que le micro qui est branché. Alors, il y a des interférences derrière le son, mais normalement, il n'y a pas ça. Peut-être les esprits sont parmi nous. Donc, lorsque j'entendais cet instrument jouer ceci, qui est censé me raconter ce que vous avez entendu avant, donc, l'instrument me joue ceci, et il est censé me raconter cela. À mon interrogation, ce n'est pas du tout la même chose. En tentant de me démontrer par A plus B, par le chant, par le jeu, le musicien me souriait tout simplement. Et c'est seulement après plusieurs années de terrain que le maître m'a fourni l'explication de réalisation de cette musique porteuse de sens. Tout d'abord, il me dit « Le Keng est un grand joueur qui transmet bien le texte. » J'étais pas plus avancée. Il me laisse réfléchir pendant plusieurs jours. Puis, il vient à mon secours avec un deuxième indice. Plus un musicien est bon, plus le texte est dissimulé à travers tous les sons du Keng, allant jusqu'à l'emmêler dans la musique. Tout le secret est là. À la lumière de cet indice, effectivement, nous retrouvons toute la mélodie du chant à travers la mélodie, le bourdon, les notes constitutives de la polyphonie. Donc ces deux exemples, Mong et Lolo, montrent bien comment ces interrogations, dans la pratique, orientent nos analyses, nous donnant ainsi accès à la structure générative de ces musiques telles que conçues par les populations elles-mêmes. J'arrive maintenant à mon exemple suivant, une pratique artistique qui peut être également témoin et ou initiatrice de mutations, dépassant bien sûr ici le cadre de la recherche. De par notre positionnement de chercheurs musiciens, nous pouvons susciter, malgré nous, ou appuyer volontairement, un processus de dynamique de changement dans les pratiques locales. Je prendrai ici encore deux exemples. Tout d'abord, un instrument masculin joué par des femmes. Il s'agit ici d'une mutation locale suscitée, malgré moi, par ma pratique musicienne de l'orgue à bouche. Cet instrument a toujours été l'apanage des hommes, et pendant de nombreuses années, de 1997 à 2015, nous étions rares en tant que femmes à tenter de jouer de cet instrument si masculin. Madame Kong de Han, très grande amie et directrice de la Bibliothèque nationale, et moi-même. Il a fallu attendre 2015 pour que cet instrument puisse être enseigné aux jeunes filles, et nous nous sommes retrouvées, toutes les deux, invitées d'honneur en tant que les deux premières femmes à jouer du Ken pour les festivités organisées sur place en 2018, lorsque le Ken fut inscrit à l'UNESCO. Alors avec ces nouveaux orchestres féminins, nous observons une innovation portée par la pratique féminine de cet instrument, mais aussi par la création de répertoires spécifiques. Ici, le contexte de la patrimonialisation a favorisé des processus de création innovants. Je passe l'extrait vidéo et j'arrive sur mon deuxième exemple de cet axe 2, où je souhaite évoquer la reviviscence de pratiques locales par ma présence assidue dans un positionnement de musicienne chercheuse sur le terrain. Nos objets de recherche et notre intérêt pour certains patrimoines musicaux sur du long terme peut agir sur les pratiques locales et sur une certaine évolution, ou plutôt une certaine adaptation de politiques culturelles. Un exemple particulièrement concret sur mon terrain se trouve dans les diverses résurgences de pratiques musicales ou d'art de la scène qui ont été passées sous silence pendant des années. Je prendrai ici un exemple, la reviviscence d'une pièce rituelle Khmu jouée par des ensembles de flûtes traversières, dont le but est de chasser les esprits errants et autres esprits malfaisants, particulièrement au moment des semailles. Ce répertoire était passé sous silence depuis une quinzaine d'années, et dans un village où je suis retournée plusieurs années de suite, ma présence régulière a suscité au bout de quelques années l'intérêt,
la possibilité et surtout le droit à le faire revivre. Alors bien sûr, qui dit reviviscence, dit problématique d'adaptation, de mutation, voire même une petite part de création, pour faire revivre un patrimoine et surtout qu'il retrouve une place dans la société qui elle-même a subi de nombreuses mutations. Donc, je vous propose un petit extrait de cet ensemble de flûtes qui a pu revivre et qui est ici pratiqué dans le cadre d'un rituel pour les semaines. C'est pas possible. Alors, il veut pas. Ah oui, mais il est bloqué en fait. Oui, mais ça bloquait quand ça sort. Il faut arrêter. Alors, il faut arrêter la musique pour pouvoir descendre le volume. Maintenant, le volume est descendu. C'est pour chasser les esprits errants. J'arrive maintenant à mon axe 2, de la recherche à la spectacularisation. La diffusion et la valorisation des pratiques artistiques faisant l'objet de nos recherches nécessitent une complémentarité des champs relevant de la recherche et de l'artistique au cœur de nos terrains. Notre positionnement va se retrouver à la fois en tant que conseiller artistique, en tant que conseiller scientifique, en tant qu'expert, mais aussi conseiller artistique et véritable acteur dans le processus de création pour ses performances scéniques à des fins de valorisation, de diffusion de patrimoines musicaux traditionnels vivants. En tant que chercheur, on se posera la question fondamentale de passage de musique fonctionnelle à la scène et plus particulièrement du rituel, je continue à employer ce terme, à la scène. De nouvelles problématiques devront être prises en compte, le changement de contexte de jeu, un nouveau public, de nouveaux enjeux et le tout à définir avec et par les musiciens et artistes locaux eux-mêmes. Et cela, c'est très important. Mon expérience personnelle de direction artistique et de mise en scène d'un programme de musique traditionnelle KMU, que tu as évoqué en présentation, que j'ai organisé pour la Maison des Cultures du Monde, le musée du Quai Branly, le musée des Confluences et donc pour le campus Condorcet en juin dernier, témoigne de ces problématiques. Le projet était de construire avec les musiciens locaux un programme représentatif de leur patrimoine vivant aujourd'hui au cœur de leur village. La question du passage du rituel à la scène s'est très vite posée et j'en retiendrai ici deux aspects pour cette communication. Tout d'abord, la discussion autour du choix à adopter entre une spectacularisation du rituel dans l'idée de l'ordre de la représentation, donnant une image de ce qu'est le rituel qu'ils font effectivement chez eux dans leur village, au moment où ils doivent le faire. Ou la réalisation d'un rituel sur scène, entraînant alors un changement de contexte de jeu, un changement de but et un changement d'efficacité recherchée. Le choix s'est naturellement et très vite orienté, telle une évidence. Il était hors de question de jouer une musique rituelle qui n'est pas un rituel. Il a donc été choisi par eux d'effectuer le rituel de la danse des épées, dont le but est de chasser les mauvais esprits en cas d'infortune. Mais avec l'adaptation et les conséquences suivantes, chasser les mauvais esprits pour éviter d'attraper le Covid en France, et chasser les mauvais esprits qui empêcheraient la réussite de la représentation. Petite anecdote, ce rituel doit être effectué par des musiciens spécialistes ayant le statut d'officiant.
D'où l'obligation de présence du joueur de gong sur toute la tournée, avec billets d'avion, paire d'yens, etc., même s'il joue que 3 ou 4 minutes du programme. N'est-ce pas, Cédric? Et puis, la problématique que ce fameux musicien tombe malade au moment du colloque du campus Condorcet. Résultat, négociation de près de 3 heures pour que le joueur de flûte, ayant pourtant un statut d'officiant car jouant lui-même une flûte rituelle, puisse le remplacer au gong. Deuxième aspect, leur choix appuyé de débuter le spectacle par une pièce qui s'appelle la pièce Yuan-Ting, la danse des bambous. Cette pièce structure le temps et l'espace du rituel lié à la nouvelle maison et au nouvel an. Elle ouvre le rituel en invitant les esprits territoriaux, leur propose d'assister et de veiller à son bon déroulement et son efficacité. Et vraiment, ça a été un choix appuyé et on ne pouvait pas mettre une autre pièce, il fallait ouvrir le spectacle par cette pièce, sans la danse, pour inviter les esprits locaux du théâtre à assister à cette représentation. Je vous propose un tout petit extrait vidéo de la danse des épées au Quai Branly. J'ai courte pour conclure avec mon troisième axe, recherche et création. Plus particulièrement quand nos recherches de terrain nourrissent les créations contemporaines d'artistes locaux. En effet, le Laos a connu ces dernières décennies la création de formes inédites contemporaines au cœur des arts vivants, où les patrimoines musicaux traditionnels occupent une place particulière dans les processus de création. En témoignent les théâtres d'objets contemporains, Kabong et Krao New, et je vous parlerai donc, pour écourter ma présentation, directement du Kabong, théâtre qui est l'initiateur de cet art contemporain, qui revendique la création contemporaine prenant racine dans la tradition. Les thèmes mis en scène sont tirés de la littérature lao ou de légendes orales, et les répertoires musicaux oscillent entre musique occidentale, pop lao et thaï, flûte shakuhachi et répertoire traditionnel. On y retrouve des patrimoines musicaux subtilement choisis parmi les populations des montagnes, dans lesquelles le directeur du théâtre Kabong, Lotmani, m'a accompagné sur plusieurs de mes terrains de recherche. On retrouve ce souci de retour aux sources en intégrant de manière contemporaine des patrimoines musicaux locaux, mais de différentes manières. On peut les retrouver dans le but d'évoquer effectivement le contexte dans lequel ils sont normalement joués, traditionnellement. C'est le cas des ensembles de bambou frappés Khmu lorsqu'ils sont dans les créations. On peut aussi les utiliser uniquement pour leur phénomène sonore et l'image scénique, recherchée complètement indépendamment de tout contexte de jeu. Ou alors, on va reprendre certaines formations instrumentales traditionnelles, mais à des fins compositionnelles, uniquement pour la création sonore. Dernier exemple et conclusion, la danse hip-hop au Laos et la troupe Fang Lao, qui développe une complémentarité des mouvements entre danse traditionnelle lao et danse hip-hop. Et dans cette même mouvance, pour revenir à ce qui est la musique, dans cette mouvance, les compositions musicales vont intégrer instruments traditionnels mêlés à des instruments occidentaux. Et on va observer deux tendances. L'utilisation d'instruments traditionnels avec leur propre répertoire traditionnel, mais accompagnant la danse contemporaine, ou alors l'utilisation d'instruments traditionnels avec le choix délibéré de se défaire de la tradition pour les faire entrer dans de la composition et de la création sonore. Je pense qu'on n'a pas le temps de voir l'extrait vidéo hip-hop, donc je passe à ma conclusion. Ah ben oui. 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 Là, on est déjà... Alors, je passe à ma conclusion. En conclusion, alors peut-être au moment des questions, si on a le temps, on repassera une petite minute. En conclusion, lorsque nous adoptons au cœur de nos terrains un double positionnement, celui de musicienne et chercheuse pour ma part,
nos deux approches interagissent constamment. Il y avait une question ce matin, voilà, quelle était la part du chercheur ou de l'artiste? En fait, cela interagit constamment sur nos terrains. Enrichissant les résultats de nos recherches fondamentales d'une part, tout en participant à divers processus de création d'autre part, création artistique qui bénéficie à leur tour de l'expertise de la recherche. Et cette démarche et les réflexions qu'elle suscite nous invitent à une autre écoute et un autre regard autour du concept de recherche et création, qui prend alors tout son sens, tant dans la recherche fondamentale que dans la réception des créations contemporaines ayant bénéficié de cette complémentarité au cœur de leur processus de création. Je vous remercie et désolée pour ces petits incidents techniques.